Le Goéland masqué, pour sa 8e édition, est particulièrement donc, heureux d'organiser ce café littéraire, et nous remercions une fois de plus donc, le bar chez Cathy qui aimablement donc, nous a prêté les locaux pour cela. Et merci à tous d'être venus pour ce début de salon. En général, le café littéraire avec l'invité d'honneur donne le ton au salon. Et cette année, donc, notre invité d'honneur, c'est Nadine Monfils. Bonjour. Alors, Nadine nous vient de loin parce qu'elle nous vient de Montmartre. Et tout le monde sait que les communications entre Montmartre et la gare Montparnasse sont relativement difficiles. Donc ça a été le principal effort qu'elle a dû faire ce matin. À part cela, donc, Nadine est belge. Et oui. C'est vrai qu'elle aime bien les Bretons parce que même combat. Et alors et donc, si nous l'avons choisi comme invité d'honneur, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, c'est pour l'éclectisme de son œuvre. En effet, Nadine est une touche à tout. Elle a écrit de la poésie, elle a écrit des romans, polars, noirs, des pièces de théâtre. Elle a été critique littéraire, elle est toujours critique de cinéma. Elle est réalisatrice de films, elle est même désormais sa propre productrice. Et c'est vrai que je dirais qu'en France, on n'a pas tellement l'habitude d'avoir ainsi des auteurs qui touchent à différents domaines. Et c'est peut-être une spécificité belge dont elle pourra nous parler, ou peut-être que en France, le métier dans l'art est différent, ce qui permet peut-être aux artistes de rester cantonnés à un domaine particulier. Alors, on va peut-être commencer d'abord par là pour essayer de la connaître. Pourquoi un jour elle a eu envie d'écrire, pourquoi elle a changé comme ça aussi souvent donc, de genre. Et puis on va parler de son univers, qui est un univers, je dois dire, totalement séduisant, parce que c'est un univers dont on n'a pas l'habitude de fréquenter les aspects. Il y a, je crois, dans ce qu'elle écrit, toute l'histoire de la culture de la Belgique, sans exagérer. On retrouve le fantastique, on retrouve le surréalisme, on retrouve le symbolisme. Et je crois que Nadine, par ses mots, elle nous offre ainsi ce que l'on n'a pas l'habitude de retrouver en France. Et puis troisième point, comme le thème de ce café, c'est le bistrot, on va en fait en parler quand même, parce que l'endroit est bien sûr tout à fait indiqué pour ça. Et dans de nombreuses œuvres, on retrouve le bistrot, qu'elle connaît bien donc à Montmartre, mais également donc qu'elle a bien connu à Bruxelles. Alors voilà en gros le thème de ce café littéraire. Donc je ne vais pas trop parler parce qu'après tout c'est Nadine qui doit en fait parler d'elle et de son œuvre. On va donc commencer par là. Nadine, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Et pourquoi en fait, pourquoi ce plaisir d'écrire? Qu'est-ce qui a en fait expliqué cette vocation d'auteur? Je dis toujours que je suis née dans les choux de Bruxelles parce que je suis toute petite. Et sinon, l'envie d'écrire, c'est quand mon père avait, je l'ai raconté tantôt à la radio d'ailleurs, j'avais un grand-père que j'adorais, il est mort quand j'avais 5 ans, il avait planté un saule-pleureur dans le jardin. Et quand il est mort, j'allais toujours me réfugier contre le tronc de cet arbre. J'avais l'impression qu'il y avait encore un peu de l'âme de mon grand-père dans l'arbre. Et un jour, j'avais 8 ans, mon père a fait abattre le saule parce qu'il perdait ses feuilles dans le petit étang d'agrément qu'il y avait et tout ça. Bon. Et j'ai eu vraiment un choc. Et j'étais très triste. C'est comme si on m'avait tué mon grand-père une deuxième fois. Et je me suis mise à écrire un poème à cet arbre. Et je n'ai plus jamais arrêté d'écrire. Alors pendant longtemps, j'en voulais quand même à mon père d'avoir fait ça. Et après coup, je me suis dit, mais finalement, un geste comme ça, qui pour moi est négatif d'abattre un arbre,
a amené cette passion que j'ai découverte. Et donc ça a apaisé cette espèce de colère qu'il y avait en moi. Et depuis, j'ai planté un arbre un saule pleureur dans mon jardin. Mais voilà, je peux toujours continuer à écrire, quoi. Et est-ce que l'anecdote du sol conduit un enseignement et conduit à devenir professeur de morale? Parce que qu'est-ce que c'est qu'un professeur de morale en Belgique? Ça m'a beaucoup intrigué. De quoi parle-t-on et qu'est-ce qu'on fait avec ses élèves quand on enseigne la morale? On leur apprend surtout à rester libre et à être à l'écoute d'eux-mêmes. Et je racontais tout à l'heure que mon premier cours, j'avais 20 ans quand j'étais prof de morale. Et j'ai écrit une phrase au tableau, une phrase de Nietzsche qui était « Croire à la morale, c'est condamner la vie ». Donc c'était déjà un peu mal parti pour moi. J'avais une idée de la morale qui est, je crois qu'on a chacun sa morale à soi, voilà, on se construit. Il n'y a pas de règles pour moi définies, c'est des choses qu'on a avec son cœur. Mais en même temps, chez nous, c'est un peu comme éducation civique. Et en même temps, j'ai publié des contes pour petites filles perverses qui avaient été illustrés par Léonore Fini. Et j'ai eu beaucoup de presse à l'époque. Et les collègues me disaient, mais regarde, tu as vu, il y a quelqu'un qui porte le même nom que toi et qui écrit des contes érotiques. J'ai dit, bon, j'avais dit que c'était moi. Donc ça veut dire que quelque part tu aimes bien mélanger le sucré, le salé. J'adore ça. Tant au goût que dans la vie est faite de contrastes. J'aime bien. Enfin, chez moi il y a toujours un truc, c'est la liberté, quoi. La liberté de penser, la liberté d'être ce qu'on a envie d'être à partir du moment où on ne fait pas mal aux autres. Voilà, je trouve qu'on vit dans un monde où on rabote tellement les angles, où on doit être dans... Tout devient uniforme. Donc, vive la fantaisie, quoi. Et justement, dans quelle mesure le polar te permet-il de donner libre cours à cette fantaisie? Est-ce que quand tu commences à écrire, tu te dis je vais écrire un polar, je vais être dans un genre bien précis, ou bien est-ce que c'est au fur et à mesure de l'écriture que le genre se détermine? Oui, c'est ça. J'ai jamais dit je vais écrire des polars. D'abord, je suis passée de la littérature blanche chez Flammarion et au Rocher, tout à fait par hasard au polar. Parce que j'avais envie de raconter vraiment une histoire. Moi, ce que j'aime, c'est lire des trucs qui me passionnent. Voilà, quand je suis scotchée par un thriller, j'adore ça. J'oublie le reste du monde pendant 2 heures. Donc j'avais envie d'écrire, par exemple celui-là, Babylon Dream, un bouquin où on ne s'est pas lâché de la première à la dernière page. Je voulais faire ça. Et à un moment donné, je me disais quand même, j'écris des trucs qui, vraiment, c'est pas... Je ne vais pas avec le dos de la cuillère, quoi. Il y a des moments où c'est violent et tout. Je me disais, oh là là, c'est peut-être pas... Mais bon, quand j'écris, je ne me pose pas toutes ces questions. C'est une fois que le livre existe, je dis, voilà. Et un jour, j'ai rencontré une dame dans la rue qui m'a dit, mais je vais vous dire merci parce que votre bouquin m'a fait oublier mes ennuis pendant un moment. Et donc, bon, je me suis dit, alors ça va, c'est pas négatif. Justement, parce que tu viens d'évoquer, donc Babylon Dream a reçu, vous voyez, le prix Polar donc 2007 au salon de Cognac. Hein, donc, tu as bu la bouteille. Non. Tu l'as peut-être amené avec. Tu l'as peut-être amené ici là, pour le. Non, je serais capable de la casser dans la valise. Et en plus, donc, il y a une 4e de couverture qui est rédigée par Jean-Pierre Jeunet. Et tu vas peut-être nous dire un mot de l'amitié qui te lie à Jean-Pierre Jeunet et qui est aussi lié à Montmartre, en fait. Ouais. En fait, je vais vous raconter une histoire marrante. C'est que pour moi, Jean-Pierre Jeunet, comme je suis une fanat de cinéma, surtout des gens qui ont un univers, comme Lynch, Almodovar, voilà, des gens comme ça. Et Jeunet, pour moi, bon, Delicatessen, c'était vraiment un film très étonnant. Bon, un jour, j'étais dans mon petit appartement. J'habite dans un appartement à Montmartre qui donne dans un jardin. Et en fait, c'est une ancienne loge de concierge.
Et je vais chercher mon gamin à l'école, et mon gamin qui est mordu de cinéma, à l'époque, me dit maman, regarde, il y a Jean-Pierre Jeunet à la terrasse du bistrot. Je dis mais non, attends, hein, il habite aux États-Unis, tu racontes des craques et tout. Non, je t'assure, c'est lui. Bon. Et un peu avant, j'avais vu un mec qui déménageait. Donc le mec qui me montre à la terrasse du bistrot. Je dis ouais, c'est un mec qui a aménagé chez nous, mais c'est pas Jean-Pierre Jeunet. Et il me dit mais si. Bon, je vais vers le monsieur, je dis bonjour, j'ai fait un pari avec mon gamin. Je dis tu vas voir, c'est pas lui. Il dit bonjour, je dis, mon gamin il prétend que vous êtes Jean-Pierre Jeunet. Il me dit mais il a raison. Je dis ah d'accord. Je dis bon. Et je dis bon ben tout d'un coup je perds mes moyens quoi, maladroite, je sais pas quoi lui dire. Et je dis bah je vois que vous avez aménagé près de chez moi et tout. Il me dit ah ouais. Il dit, j'ai habité là et que vous connaissez. Je dis, oui, ça fait quelques années que je suis là. Il dit, bah, rentrons ensemble. On rentre, et puis il pousse la grille, et il voit la loge de la gardienne, donc il croit que c'est chez moi, et il rentre chez moi. Et mon univers est quand même assez space, quoi. Ça ressemble un peu à une roulotte de bohémienne avec plein de trucs, de personnages, enfin, c'est assez coloré chez moi, c'est rigolo, quoi. Et puis il y a plein de bouquins, plein de DVD, puis il regarde ça. Et puis il voit toute une rangée de bouquins, parce que j'en ai écrit plus d'une trentaine, donc il fallait bien que je les mette quelque part. Et puis il regarde, et puis il me dit, mon Dieu, il dit, vous lisez beaucoup de livres du même auteur. Je dis, non, je dis, je les lis pas. Il dit, bon, mais non, je dis, c'est moi qui ai écrit. Il me dit, ah bon, je peux en prendre un? Je dis, oui, allez-y. Il revient le lendemain matin, il avait lu, il me dit oh, j'adore, je peux en avoir un autre? Ouais. Il continue comme ça, et à un moment donné, on finit par vraiment se parler. Et il me dit mais c'est étonnant quand même, il dit une gardienne d'immeuble qui écrit des bouquins. Et là, je capte que vraiment. Je dis mais non, je suis pas la gardienne, c'est la dame d'à côté, moi j'ai la loge, mais je suis pas la gardienne. Et elle me dit oh, bon. Il a lu tous mes bouquins. Et en fait, on est vraiment devenus très amis. Et ça fait 10 ans qu'on est amis. J'étais son témoin de mariage. Et c'est quelque chose de vraiment très, très chouette, quoi. C'est lui qui m'a vraiment poussé à faire Madame Édouard en me disant ce sont tes images, c'est ton univers, c'est toi qui dois le faire. Alors j'ai dit mais attends, j'ai jamais fait l'école du cinéma, moi, comment tu veux? Et il m'a dit mais moi non plus. Il travaillait à la Poste avant. Étonnant, hein? Voilà, et il était mon conseiller technique, et c'est grâce à lui que j'ai fait ce film, quoi. Et je lui en suis éternellement reconnaissante parce que j'ai adoré faire ça. Je me suis dit que s'il n'y a pas de paradis là-haut, j'aurais connu ça sur cette terre avec le tournage. C'était vraiment chouette. Alors justement, parlons un peu de Madame Édouard. Donc il y a d'abord le roman. C'est une aventure du commissaire Léon, le flic qui tricote. Depuis qu'il a arrêté de fumer. Depuis qu'il a arrêté de fumer. Alors, c'est vrai que c'est toujours pareil. Je pense que ça paraît tellement fou à un flic qui tricote derrière son bureau. Il ne faut pas qu'on le voit parce que sinon il aurait honte. Mais je crois qu'il y a une anecdote avec Paul Meurice, vous savez, le célèbre acteur. Qui, pour tromper l'ennui entre les séquences de tournage, il faisait de la broderie. Alors imaginez le monocle, vous savez, faire de la broderie. Je crois qu'il a une phrase très célèbre. Il dit je préfère faire de la broderie que regarder les fesses de Daniel Derieux. Voilà. En fait, c'est Daniel Hivernel qui était un de mes voisins qui m'a raconté ça, qui avait tourné avec lui et Daniel Derieux. Et en fait, c'était de la tapisserie. Et ils étaient tous à mater les fesses de Daniel Derieux qui était sublime et tout, et Meurice pas du tout, s'en fichait, il retournait à sa tapisserie. Alors effectivement, donc Madame Édouard, c'est vraiment un roman donc extrêmement chaleureux parce que il y a une atmosphère, il y a un lieu de convivialité qui est justement, on y vient, le bistrot. Et dans ce bistrot, donc, qui est situé donc, à Montmartre,
gravite toute une série de personnages, tous plus ou moins typiques. Donc tu vas peut-être nous dire un petit mot de ces personnages. Est-ce que tu les as donc entièrement inventés ou bien est-ce que tu les as rencontrés En fait, moi j'adore les bistrots authentiques, un peu comme ce petit café ici qui a l'air vraiment sympa, parce que je trouve que c'est là qu'on retrouve, qu'on se retrouve entre gens du village et tout, qu'on peut échanger plein de choses. Je trouve que c'est vraiment important, sinon tout le monde est cloîtré dans sa maison, devant la télé, les gens ne se parlent plus, c'est triste. Donc je crois qu'il faut vraiment maintenir ça. Et donc j'avais un bistrot à Montmartre. Il n'en reste plus qu'un aujourd'hui qui est encore populaire, le reste c'est devenu bobo. Alors, genre bistrot branché où tu payes 5 € le café. Bon. Et ça s'appelait le Colibri, qui était en face de la laverie chez Mimi. Et il y avait un travelot ménagère et qui s'appelait Eva, qui est au ciel en train de boire des trappistes. Et Eva, elle était vraiment, vraiment comme ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que Didier Bourdon, il habite Montmartre, il la connaissait très bien, il la suivait dans la rue, et elle lui a donné son cache-poussière, ses pantoufles, et il a exactement la tête que Eva avait. Et elle était assez marrante parce qu'elle faisait les ménages pour les petits vieux du quartier, et alors elle allait surveiller le linge dans la laverie en face, elle se mettait au comptoir pour surveiller son linge, quoi. Et elle racontait qu'elle avait été menuisier dans le temps, quand elle était un mec. Et donc elle travaillait dans le bois. Et après elle a continué à travailler dans le bois de Boulogne. Et à l'autre bout du comptoir, il y avait elle qui s'appelait Pierrette, que j'ai appelée Rose parce qu'elle buvait du rosé tout le temps, qui est morte d'une cirrhose du foie, évidemment. Et elle, je lui ai fait rencontrer Dominique Lavanant. Alors au début, Dominique, en bonne bretonne, qui aime bien boire un verre, elle était au coin du comptoir, il y avait la Pierrette qui était à l'autre coin, elle était exactement, Dominique avait une perruque comme ça, la blouse de Pierrette, c'était, mais des copies conformes, quoi. Donc je leur ai fait rencontrer tous les personnages. Et donc, au début, il y a Pierrette qui me regarde et dit « Et alors, c'est qui celle-là ?» Je dis bah, « C'est une actrice de cinéma. Je connais pas. » Et bon, elle s'appelle Dominique Lavanant. Je connais pas. Je me dis mal barré, le dialogue entre elles, ça va pas être terrible. Et tout d'un coup, il y a Lavanant qui lui dit « Vous avez quelque chose pour moi ?»« Un rosé. » Boum, un rosé. Et puis c'est parti comme ça, quoi. Elles sont devenues super copines de comptoir. Et voilà. Et effectivement, dans ce Madame Édouard, il y a quand même, ça se passe à Montmartre, mais il y a quand même beaucoup de l'univers de la Belgique qui s'y trouve. Hein. La maman du commissaire Léon, Annie Cordy dans le film, qui vit dans un appartement extrêmement kitsch. Le chien, alors le chien Bablut, ça m'a rappelé des souvenirs de Belgique, là. Bablut, chez nous, c'est des caramels qui collent aux dents. Une horreur. Ça nique les dents. Et Annie, en fait, donc Annie, elle est belge. Et j'ai une anecdote avec elle, c'est que j'avais 5 ans et mes parents m'emmenaient au théâtre. C'est la première fois que je vois des vrais acteurs, en vrai. Et je sais pas, j'avais une impression que bon, c'était des gens qu'on ne pouvait pas toucher, quoi. Donc je la vois au théâtre avec Daricot, là. Et après, mes parents m'emmènent dans un petit resto manger quelque chose. Et je les retrouve là, tous les deux en train de manger. Et moi, toute gamine, je voulais les voir, quoi. Parce que c'était... Et donc, je m'approche d'Annie Cordy. Et elle me voit, et elle me prend sur ses genoux. Et j'ai commencé à manger des frites dans son assiette. Et c'est... Bon, j'avais 5 ans. J'ai jamais imaginé qu'un jour je la retrouverais, que je ferais un film avec elle et tout. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle se souvenait très bien de cette histoire-là. Ouais. Ouais. Et donc, la plupart des livres sont parcourus également de mots belges, en fait. Ce qui t'oblige à chaque fois à nous ramener à des notes en bas de page. Pas trop quand même. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que tu utilises les mots du vocabulaire, du
quotidien, quoi. C'est le vocabulaire populaire, et je trouve que c'est intéressant de trouver cela. Il y a presque une sorte de collecte de mots qui vont peut-être disparaître avec une vie qui change, qui se modernise. Et c'est vrai que les notes en bas de page sont parfois extrêmement nombreuses. Et alors, c'est là que l'on sent ton plaisir de jouer sur les mots. Et j'avais pensé effectivement à un autre auteur, mais peut-être que c'est un peu hauté, c'est Frédéric Dard. Ouais, j'adore. Frédéric Dard aussi, donc peut-être pas le San Antonio, hein, parce que il y a les deux auteurs, il y a San Antonio. C'est plus ses romans qui me font. Voilà, mais le Frédéric Dard, effectivement, il y a une passion des mots que j'ai pensé retrouver là. Oui. Je sais pas si. Frédéric était mon parrain littéraire pour ma série du commissaire Léon, et c'est lui en fait qui m'a donné vraiment l'envie de continuer à écrire quand j'ai découvert Le Cauchemar de l'Aube. J'avais 15 ans, pardon. Et voilà, j'ai lu quasiment tout ce qu'il a écrit en dehors des San Antonio. Ouais. Et d'ailleurs, dans ce petit livre très, très chouette qui s'appelle Contes cruels, ce sont des petites nouvelles très brèves, hein, 4-5 pages, vraiment décapantes. La première s'intitule La vieille qui marchait dans la merde. Et bien sûr, hommage à Frédéric Dard. Et quand on regarde en fait les familles, tout à l'heure on en parlait, tu adores les vieilles dames, surtout quand elles sont totalement indignes, obsédées sexuelles. Tu adores les adolescents, des sortes de kick et fluc, mais alors... Ça c'est la lecture de mon enfance. Voilà, mais qui à 17-18 ans, je pense que c'est à peu près leur âge dans Nickel Blues, font vraiment de très très grosses bêtises. Et alors entre les deux, entre 35 et 55 ans, 60 ans, je dirais que t'aimes pas beaucoup. Bon. Ce sont des âges, effectivement, que dans la plupart des romans, tu traites souvent avec une certaine distance, pour ne pas dire plus. Bien mais je pense que quand on est enfant ou ado, on a une certaine vision de la vie, justement, très libre, avec plein de belles folies dans la tête. Et moi, je me suis fort inspirée de ma grand-mère qui est morte à 105 ans et qui était un personnage extraordinaire qui a marqué, qui a eu son côté déjanté, qui s'est marqué beaucoup plus avec l'âge que quand je l'ai connue en 2 âges. Et en fait, elle regardait les matchs de foot en disant son chapelet pour que son équipe préférée gagne. Et elle flûtait une bouteille de vin parce qu'elle elle a tenu avec mon grand-père pendant 70 ans une auberge qui était boucherie, charcuterie, hôtel, restaurant, tout ça à eux deux pendant 70 ans. Et à mon grand-père, c'est un spécialiste en vin, et dans la cave, il y avait 8000 bouteilles de Grand Cru. Alors ma grand-mère, quand même, l'hérésie, c'est qu'elle prenait des grands verres comme ça, elle mélangeait du mouton Rothschild avec de la limonade. Ouais. Et alors, ce qui était dingue, c'est que quand le soir, elle regardait ses matchs, il n'y avait que la lumière de la télé, et alors elle mettait des chaises à côté d'elle, et elle mettait tous les saints qu'elle avait chez elle. Il y avait Sainte Thérèse, Jésus de Prague, la Vierge, je sais pas, tout ça. Elle phosphorescente. Alors ça, dans le noir, c'est une vision incroyable. Et alors là, dans Nickel Blues, qui est donc ton dernier opus, donc paru chez Belfond, il y a une grand-mère absolument extraordinaire qui est ventriloque, qui adore Brel, bon ça c'est bien, qui adore la gueuse. Mort subite. Voilà, la mort subite. Et donc ça c'est l'histoire en fait de 2 jeunes gens qui, s'ennuyant pendant que leurs parents sont en vacances, vont organiser une gigantesque fête dans l'appartement ou la maison familiale. Ouais. Et alors il y en a partout tellement que ils sont. Il y a un gros bordel partout. Quoi. Voilà. Et comme ils n'ont pas le courage en fait de faire le ménage, ils vont kidnapper une femme. Parce que c'est bien connu, les femmes font mieux le ménage que. Mais ils choisissent bien, hein, parce que. Il faut bien choisir, hein, parce que si elle est trop maniaque, ça va prendre trop de temps. Donc voilà. Donc ils choisissent, ils recrutent vraiment la nana, la perle, quoi. Voilà, mais là ils vont mettre le doigt dans un engrenage assez terrifiant parce que
ce livre, c'est un road movie hein, qui se termine sur la côte. À Ostende. En fait, ce qui va se passer, c'est que cette femme de ménage en question, elle a un mec qui est un abruti, qui se promène avec une bûche dans sa voiture pour taper sur les gens qui pensent pas comme lui, mais qui collectionne les pompons de pantoufles. Voilà, là, ce truc. Et donc, il va les courser, et il y a plein de choses qui vont arriver, partir en vie et tout ce que je peux vous révéler sans dire la fin, etc., c'est qu'il y a un moment donné, il va y avoir un carnage chez eux, et ils vont retrouver la tête de la mémé dans le bocal à poisson rouge. Mais comme la mémé a toujours rêvé de voir la mer, ils partent à Ostende, avec la nana dans le coffre et avec la mémé dans le bocal. Mais elle continue à être ventriloque. Voilà. Et c'est là que on est dans cet univers de la culture belge en fait qui je crois en fait ose des choses que d'outre-Quiévrain on n'oserait pas en fait, non? Vous les Belges, vous osez? Ouais, je crois, parce que c'est moi je pense qu'il n'y a pas toute forme d'art qui m'intéresse. C'est avec des gens qui prennent des risques, que ce soit des comédiens, des musiciens, toi. Je pense qu'il n'y a pas d'art sans prise de risque. Donc c'est vrai que quand j'ai débarqué avec ça chez des éditeurs français, ils ont poussé des cris de Sillou en me disant non. Et c'est vrai que dans le créneau du polar, ça passe mieux que si c'était dans le roman, parce qu'on a encore une liberté quand même d'expression dans le polar. Mais c'était pas évident de trouver un éditeur avec ça. Et voilà, et donc Bellefond dit bon, on va publier ces trucs-là et tout. Et curieusement, c'est le coup de cœur des libraires. Il y a un truc qui se passe à la FNAC, tout. Il y a vraiment quelque chose de. Donc, comme quoi, moi ça me rassure, hein, à l'époque de Sarkozy, de savoir qu'il y a encore des petites escapades. Un tel talent pour mettre en scène, c'est décoiffant, ça vous bouscule. Qu'est-ce que je te dis? Je disais que pas n'importe qui ne peut pas écrire ça. Nadine a un talent fou, quoi. Et c'est des images qui sont vivantes, quoi. On les vit intensément. Et moi, je dois dire que j'attendais justement d'avoir un peu plus de calme pour lire Nickel Blues, mais Madame Édouard, je me suis régalée, quoi. J'ai trouvé ça très drôle, et pourtant il y a des cruautés aussi, hein. C'est un vrai thriller, hein. Il se passe des choses horribles, mais alors même dans l'horreur, ça devient drôle, quoi. Mais ça, n'importe qui ne peut pas le faire, hein. Ça c'est vraiment un vrai talent que vous avez là, Nadine, vraiment, hein. Merci de nous écrire de telles choses. En fait, dans Nickel Blues, la terreur est quand même un petit peu, comme on dit au cinéma, est un petit peu hors champ quand même. Alors que si vous voulez vraiment être saisi de terreur, lisez Babylon Dream, parce que celui-là, il fait vraiment froid dans le dos. Là, c'est l'histoire en fait de couples de mariés qui... Vas-y, je te... ce sont des couples de mariés qu'on retrouve assassinés. Et après, il y a un photographe qui a pris des photos d'eux, et puis il y a quelqu'un qui va là et qui lui dit attendez, ils sont, vous savez, ils ont été assassinés. Et on se rend compte qu'au fil de l'histoire, ce photographe, il prend d'autres photos de mariés, chaque fois ces mariés se font assassiner. Et ce qui est bizarre, c'est quand il développe les photos, il voit un personnage, mais à peine visible sur les photos. Et ce personnage est toujours là. Il est de plus en plus énigmatique, quoi. Donc ça commence comme ça. Et il y a une profiler, comme on dit, profileuse, comme on veut, qui enquête. Et je me suis basée sur Mickey Pistorius, qui est une profiler américaine, qui racontait en fait que quand elle va sur les lieux du crime, c'est proche de la voyance. Elle se laisse imprégner par quelque chose qui passe, par une espèce d'un coup, elle sent comme un vent qui passe. Et elle y va, elle a chez elle a un panier avec des nounours. Et chaque fois qu'elle va sur un lieu de crime, elle prend un ours en peluche
parce que ça la rassure, et elle mène toute son enquête avec son ours. Et une fois que l'enquête est finie, elle met l'ours un peu en quarantaine pour le décharger des ondes négatives, et puis elle prend un autre ours. Donc moi j'ai imaginé que celle-là, elle partait avec un petit éléphant, qui est un souvenir que c'est son père qui lui avait offert ce premier jouet, qui était un petit éléphant en peluche rouge. Et de fait, mon père m'a offert, c'est mon premier jouet, il me l'a offert, et je l'ai perdu et il ne s'en souvient plus. Et pour moi, c'était une manière de faire revivre ce souvenir d'enfance en même temps, quoi. Et là, mais c'est vrai que les profilers ont ce côté vraiment très très proche de la prémonition aussi. Et là, dans la composition du livre, ce qui est intéressant, c'est que il y a toute une série de chapitres extrêmement brefs, 2 pages, 5 pages, 6 pages, jamais plus. Ce qui fait qu'on a en fait une structure du récit qui correspond à l'histoire. Hein, c'est presque un découpage cinématographique un petit peu. Ouais. Hein. Donc, je suis en train d'adapter pour le cinéma et le travail. Je suis complètement le roman. Ce que j'avais envie, ce que j'adore, c'est des petits chapitres courts quand j'ai un bouquin qui vous laisse. J'avais envie de vous laisser sur mon rebord du précipice. Que on se dit qu'est-ce qui va se passer. Et puis il faut chaque chapitre est comme ça et puis on repasse, on retrouve le personnage. Quoi. Chaque fois il faut lire 2-3 trucs et puis mais je voulais vraiment faire un bouquin où on ne s'arrête pas, où on passe une nuit blanche parce que on peut pas lâcher. J'avais vraiment envie de faire ça. Si vous avez des questions à poser à Nadine, parce que n'hésitez pas. Il est où ce petit bistrot à moi? Maintenant il a. C'était le colibri, maintenant il existe toujours, mais il est plus comme ça parce que Pierrette et Eva sont mortes. Bon, le patron il a pris sa retraite. Voilà quoi. Donc il en reste un dans ma rue qui s'appelle la Midinette. Bon. Sinon, Montmartre, ce qu'il y a de rigolo, il faut aller sur le terrain. Il y a un truc qui s'appelle le Rocher des Sorcières, et à côté il y a un terrain de boules. Et là, il y a tous les anciens truands qui jouent aux boules. Parce que le pastis c'est à 1 €. Et là, c'est quelque chose. On voit des petits pépères tranquilles qui jouent aux boules, et quand on connaît leur passé, ça fait pas dans le dos. Hein. Dans les contes cruels, là, donc série de nouvelles, il y a des titres du style « Il faut toujours ranger sa femme avant de partir ». Et c'est vrai que la nouvelle correspond tout à fait au titre. Les titres ne sont pas en fait des prétextes en fait. Parce que tu réussis effectivement à écrire, à inventer sur ce thème-là, c'est extraordinaire. Et alors, il y a quand même beaucoup de maisons d'édition quand même. Il y a également dans la série noire Gallimard. Alors justement, j'aimerais que tu nous dises un petit mot parce que je crois que tu as commencé par la série noire, non dans le polar rencontre oui. Avec Patrick Rénal, je crois. Avec celui-là, avec ah oui, celui-là, voilà, avec Patrick Rénal, effectivement. Ouais. Tu peux nous raconter dans quelles circonstances tu avais cet aussi-là assez étonnant. Bah oui, c'est que chaque fois que je rate une marche, il se passe un truc chouette, quoi. Enfin, c'est un truc bizarre. Je faisais je travaillais pour un journal, c'est un peu comme le Canard enchaîné ici, quoi, en Belgique, c'était Pérubu. Et le journaliste qui devait interviewer Patrick Rénal, il me tombe malade. Et on me prend au pied levé, on me dit voilà, Patrick Rénal, moi je ne le connaissais pas. Bon, et alors je commence à l'interviewer en lui disant voilà, vous êtes donc l'éditeur du Fleuve Noir. Et il me dit ah non, série noire, en plus il détestait les mecs du Fleuve Noir. C'est déjà mal parti. Et bon, je continue comme ça, je lui resserre encore du Fleuve Noir. Il dit non, série noire. D'accord. Et après, bon ben finalement ça se passe bien, on rigole et tout. Et il me dit on manque d'auteurs femmes dans le polar. Voilà, bon. Et il dit vous écrivez des bouquins? Je dis ouais mais moi j'écris pas des polars. Il me dit ah bon? Et par exemple le dernier que vous avez écrit c'est quoi? Et je lui raconte l'histoire. Il me dit mais c'est un polar ça? Je dis bon, il dit bah envoyez-le moi. Donc je le renvoie. Et il adore le truc, il me le prend, c'était ça. Donc le bouquin marche bien, tout. Et après, j'ai fait Monsieur Émile, inspiré par mon chien, qui s'appelle Émile. C'est un Lhasa Apso, petit chien tibétain, très zen. Il a 14 ans maintenant. Et
Ce chien me ressemble terriblement parce que je suis quelqu'un de très maladroit. Et à l'école, j'étais dans une école garçon, quand il y avait des équipes pour jouer au ballon, les mecs ils se disputaient pour ne pas m'avoir dans l'équipe parce qu'ils perdaient chaque fois que j'étais dedans. Je suis incapable de rattraper une balle et puis ça ne m'intéresse pas, enfin voilà. Et donc on a essayé avec mon chien, on lui lançait des trucs et tout, alors mon chien il regarde et il dit « Pauvre con, mais qu'est-ce que tu me veux là, tu m'embêtes ?» Et puis il regarde tomber la balle, il ne bouge pas. Et puis en plus c'est un chien homo. Sérieux, hein, ouais. Le chien dans le chariot, il s'en fout royalement. Et il attend. Un jour, j'ai vu, il y avait une femelle qui se faisait sauter par un mâle et il a sauté le mâle sur le coup. Ah, il est grave, oui. Voilà. Et il est fétichiste des bottines aussi. À Monsieur Émile, le seul mâle qui se couche à mes pieds quand j'écris. C'est vrai. Ben oui. Ben voilà. Et tu disais, je crois que c'est lors de la sortie de Monsieur Émile, tu disais « J'écris parce que je n'aime pas aller au bureau, ni faire autre chose d'ailleurs, à part des câlins. Écrire est tellement plus magique que dire, c'est un carrousel dans un ciel d'orage. Écrire, c'est comme aimer. » Oui, c'est vrai. C'est bien. J'ai toujours l'impression que c'est un acte d'amour. Je pense qu'au début, quand on écrit, c'est souvent un exorcisme parce qu'on sort plein de choses de soi qu'on a accumulées de l'adolescence ou de blessures, etc. Et puis à un moment donné, on va passer par autre chose qui est pour moi le plaisir de raconter des histoires. C'est un don de soi. C'est vraiment une envie d'aller vers les autres, quoi. On ne se raconte plus, on passe vers un pont. Et les projets maintenant? Qu'est-ce que, à part le cinéma bien sûr, qu'est-ce qu'il y a comme projet d'écriture? Il y a surtout le cinéma parce que ça me prend quand même beaucoup de temps. Alors si vous connaissez un producteur ou un distributeur, vous pouvez rejoindre Nadine sur le salon pendant tout le week-end. Producteur français j'en ai un, producteur belge c'est moi, ça va. Mais non, en fait on a... C'est un métier de salle d'attente, quoi. On introduit des dossiers et tout, puis il faut attendre la réponse, voilà, c'est comme ça. Sinon, là, je suis en train de faire un scénario tiré de Babylon Dream, parce que celui-là, je ne veux pas le réaliser, c'est trop compliqué, j'ai pas l'air assez solide, donc je l'ai passé à un réalisateur français qui vit à Los Angeles, et c'est lui qui va faire ça, il s'appelle Eric Fergan. Et à part ça, il y a en cours une réédition de toute la série des Commissaires Léon au Canada. Oui, parce que c'est vrai que nous n'avons trouvé pour le salon que Madame Édouard. Les autres sont épuisés. Nos éditions complexes, en fait, une édition belge, je crois. Oui. Une édition complexe, oui. Et sinon, j'ai un autre thriller qui commence à galoper dans ma tête. Donc ça y est, l'écriture est commencée? Non, je suis là-dedans. Ah oui, toujours. Et alors, combien de temps pour ce livre? Pour écrire ça? Ouais. 2 mois. 2 mois? Ah, c'est bien. Ouais, mais non, c'est une drôle de réponse, c'est une drôle de question, parce qu'en fait, je peux mettre entre 1 mois et 2 mois pour écrire un bouquin. Parce que c'est comme quelqu'un, si tu veux, quand tu as fait 37 chaises... La 38e, tu as le métier dans les pattes et ça vient plus facilement, il y a tout ça. Je ne suis pas une laborieuse de l'écriture, j'ai toujours écrit très comme ça me vient comme ça. J'ai l'impression en même temps que c'est pas moi qui écris, quoi, que je suis un canal. Ça passe par ma personnalité, mais c'est comme s'il y avait, je sais pas, c'est comme si j'étais un passage de choses que j'entends. Et sinon, j'aime bien la réponse de Picasso quand on lui demandait « Vous avez mis combien de temps pour faire cette toile ?» Il répondait « Une vie ». Mais je crois que chaque livre, c'est ça, quoi. Mais vous n'êtes pas tout seul, il y a quand même de nombreuses femmes qui écrivent maintenant. Je dis, vous n'êtes pas tout seul, maintenant il y a de nombreuses femmes qui écrivent du polar. Oui, mais à l'époque où j'ai écrit ça, il y a plus de 10 ans, on était très peu quand même. Oui. Ouais. Maintenant, oui. On a quand même de bonnes... Ouais. On peut dire que c'est machiste alors, le monde du polar? Non, je crois que c'est une image, peut-être parce que c'est un monde violent, que c'est plus assimilé aux hommes, mais je crois qu'on a plein de choses. Ouais. Des choses dures, hein?
Ouais, c'est un autre monde, en fait. C'est plus minutieux, c'est près de son métier d'archéologue. Oui. Mais on a toujours un peu l'impression que les gens, les auteurs qui écrivent des polars sont un peu torturés dans leur tête, c'est vrai. Moi, je suis vraiment pas torturée du tout. C'est vraiment mais non, mais c'est quand vous lisez un bouquin, quand la personne invente des choses auxquelles on n'a même pas pensé. Ouais. Le millénium, là, en ce moment, c'est pas un mec, mais bon, la fille qui est quand même, qui est enterrée vivante, qui gratte la terre et puis qui sort, enfin bon. Il y a quand même des choses, c'est un des épisodes. Bah oui, mais au cinéma, vous aviez Uma Thurman qui est exactement dans la même situation. C'est Tarantino, donc je sais pas, moi je vais chercher ça, j'en sais vraiment rien. Je sais pas, mais c'est sûr que je suis... Les tortures dans certains romans américains, par exemple, comme The Bone Collector, on a quand même des choses qui sont fortes. Hein. Mais c'est pas parce qu'on écrit des choses comme ça qu'on est torturé, en fait. Je me souviens de Franquin qui avait fait Gaston Lagaffe, tout ça. Voilà, lui, il était très torturé, il s'est suicidé d'ailleurs. Pourtant, il faisait des trucs vachement drôles. Comme Scarpetta, hein, elle vit avec ses squelettes, hein, c'est le cadavre. Hein. Enfin, elle est mignonne. Non, c'est une drôle de sensation que j'ai toujours quand on lit un polar. En plus, j'aime bien les polars. Mais je dis, mais oui, vous cherchez tout ça? Je sais pas. Pas très bon. Comme vous dites, ça passe. Ouais. Ah, il se passe des choses encore plus horribles que dans vos livres. Ah bah oui, dans la réalité, il y a des choses bien plus terribles. Hein. Pour ça qu'on quand vous écrivez, est-ce que les personnages que vous mettez en scène, qui vivent, etc., vous les regardez de l'extérieur, vous les faites naviguer en les regardant de l'extérieur, ou bien est-ce que vous entrez dedans C'est une bonne question, ça. Je veux dire, c'est presque les deux. Il y a à la fois un recul et à la fois je me sens... c'est un peu, je crois, quand on écrivain comme quand on est comédien. C'est peut-être pour ça que j'ai tellement eu de bons contacts avec des acteurs. C'est parce que je ressentais ce qu'ils pouvaient ressentir. On rentre dans la tête des personnages, en fait. Et on les écoute. Et je vous raconter un truc, c'est par exemple, au 11e commissaire Léon, je me suis dit, bon, je suis plutôt partisan de quand l'amour devient tiède, il vaut mieux se quitter. Et je me suis dit, bon, j'adore ce personnage. Du coup, comme maintenant c'est Michel Blanc avec qui je me suis super bien entendue et tout, voilà, c'est pour moi Léon, je vois Michel, quoi. Et je me suis dit, bon, ben à un moment donné, ça va, je vais le tuer avant qu'il ne devienne tiède, quoi. Et donc j'étais bien décidée dans le 11e à le tuer. Eh ben, j'ai pas réussi. C'était dingue parce qu'en épluchant mes patates, en faisant des trucs et tout, j'avais l'impression qu'il était là et qu'il me disait, ne me tue pas, ne me tue pas. Donc j'ai survécu. Je lui ai quand même fait une petite crasse. Hein. Enfin, quand même, mais bon. Oui, moi je suis toujours pensé, c'est vrai qu'au fond, l'écrivain c'était un comédien d'intérieur. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et on est à la fois, on est tous les personnages, on est les gentils comme le plus horrible des assassins, on est dans la tête de tous. Et quand vous parliez, je me disais, elle a tellement de recul, elle a tellement d'humour. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui peut être méchant, quoi, en vouloir à quelqu'un? Non, franchement non. Je n'ai aucune haine, aucune méchanceté. Oui, on peut en faire du mal parce que des fois parce qu'on a une nature humaine, on n'est pas des anges. Oui, mais volontairement, non, je ne voudrais jamais. En vouloir à quelqu'un, quoi. Y penser en se disant, bon, si je pouvais le travailler, quoi. Vouloir, comment dirais-je, y penser que... s'entretenir, quoi. Ouais, il m'est arrivé avec un ex-mari, notamment, je t'ai mariée 3 fois, ça vous savez tout, avec un ex-mari qui m'a pourri la vie, et à un moment donné, je me suis dit, celui-là, il est devant moi. Je le coupe en morceaux, quoi. Et puis voilà, je l'ai retrouvé devant moi.
Et je me suis dit moi-même, sale con, quoi, tu m'as vraiment empoisonné la vie et tout. Et puis je lui ai dit, mais écoute, finalement, je peux même pas t'en vouloir, tu m'as fait un gamin, j'adore mon gamin, et puis voilà, merci, salut, quoi. Voilà, je pouvais pas. Moi, personnellement, je trouve que c'est fatigant, quoi. C'est pour ça que Bah oui, moi, je trouve que tant qu'on a un fardeau de haine en soi, on n'avance pas dans son propre chemin. Voilà. C'est vraiment, on peut avoir des petites poussées comme ça de... Et puis bon, c'est rien, non, il faut avoir de la dérision quand même. D'où le sens de l'humour, c'est important dans la vie. Ouais. Je crois quand on a des problèmes, si on arrive à avoir nos problèmes avec humour, on est guéri. Ouais. Mais c'est un don aussi. L'humour, c'est un don. C'est un état d'esprit. C'est vrai que les Belges sont assez dans ce côté dérision. Quoi. Je ne sais pas pourquoi on vous a fait la réputation qu'on vous a fait, parce que j'ai voyagé en Belgique et puis j'ai rencontré plein de gens marrants. Bah oui. Qui étaient marrants avec peu de mots, qui faisaient une petite remarque et puis qui changeaient complètement la situation. Et je me dis, mais pourquoi on leur a fait une réputation comme ça, au fond, de gens très lents, qui mettent énormément de temps à tout comprendre et à même à comprendre. Non, parce qu'on a une manière de fonctionner qui est différente. Je vois par exemple sur les tournages en France, les gens sont hyper speedés. Ils sont, ça les énervé, tout ça. Moi, c'est un truc, ça m'a frappé à Paris. Il y a deux mots, c'est je suis à la bourre et je suis speedé. Et chez moi, c'est vraiment, on bosse autant. Franchement, on est très efficace. Mais on est toujours très calme, très cool, donc ça donne l'impression peut-être de... Oh là là... Même les Flamands. Même les Flamands. C'est qui ça? Ma mère est flamande et mon père est wallon. Il y a des bons aussi. Hein. Mais bon, là, ils exagèrent un peu quand même. Enfin, un pays où ont vécu en même temps Simenon, Jacques Brel et Eddy Merckx ne peut pas être un mauvais pays. Enfin, ouais. Sans oublier Hergé qui... et Magritte, et Spiliard, et Arnaud. Arnaud, la dernière fois, parce que c'est un copain, la dernière fois que j'ai eu au téléphone, il m'a dit un truc, il m'a dit, Nadine, avec son accent, hein, Nadine, il faut toujours vivre le cul sur un couteau. C'est une belle image. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Nadine? Sinon, vous savez que jusqu'à lundi, vous allez pouvoir venir au salon, donc lui parler de ses livres également. Je vous rappelle que demain dimanche, au cinéma Egmul, à Kiriti-Pamar, on projette donc son film Madame Édouard. La séance est gratuite. La séance est gratuite. Et alors en plus il y aura un acteur du film. Voilà, comme je voulais pas ruiner le festival des voleurs, j'ai pris le plus petit, donc le moins cher. Et comme ça. Et il est breton. Ça, c'est pas sûr que ce sera moins cher parce qu'il boit beaucoup. Voilà. Non mais il part le soir, donc ah oui, ça va. Il m'a déjà prévenu. Il s'agit de Jean-Yves Tual, en fait, qui est de Huelgoat, qui a fait ses études à Morlaix, à Notre-Dame-du-Mur, à Morlaix, et donc à partir de là, donc c'est quelqu'un du pays pratiquement, quoi. Donc demain, c'est à 18h, 18h30, je sais plus. 18h30, donc au cinéma Egmul, Madame Édouard. Alors n'oubliez pas également que si vous n'êtes pas encore membre du Gaulois Masqué, vous pouvez adhérer à l'association contre la modeste somme de 10 €. Ça c'est Josette qui m'a dit de me le dire. Ah bah tu vas adhérer. Sinon nous vous souhaitons donc un bon salon. Hein, et à vous revoir donc une prochaine fois. Merci d'avoir été merci, nombreux.